pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, tend l'oreille aux racines des sources. Tend l'oreille aux racines des sources, tend l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors, bienvenue à l'émission Les Racines des Sources, où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs de notre pays, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité est un artiste qui, tout comme les fleurs qu'elle cultive dans son jardin, ne se fane point. Accueillez Madame Lisette Enfous. Bonsoir, Lisette. Bonsoir, Comme je suis Alain. content de te rencontrer ce soir. Oui, mon bel ami. Oui, ça fait combien de temps, toi, tu vis à Saint-Adrien? Ça fait 49 ans. 49 ans. Oui. Puis, bien sûr, t'es pas né ici, Non, je suis née à Montréal. à Montréal. Dans Oui, quel coin? je suis née sur le plateau Mont-Royal, Oh, sur la rue Partenay, OK. dans la maison de ma grand-mère. OK. Ma grand-mère avait fait bâtir 2 maisons à logement. Puis tous ses enfants habitaient dans chacun des logements. Puis OK. des beaux-frères, puis des... Fait que toute la famille vivait Toute là. la famille, on vivait comme un clan. Là. On Ben, était... voyons donc. Tout est en fousse. Non, c'était pas les Enfous, c'était du côté de ma mère, c'était les Vachons. Ah, les vachons. Oui. Et OK. puis, mon grand-père était luthier. Oh, mon Dieu. Et puis, ma grand-mère s'occupait d'une imprimerie qu'ils avaient derrière la maison. Et puis, bien, Fait que tu t'es baigné assez rapidement dans le monde artistique, là. oui, oui, parce que d'autant plus que ma mère, elle avait fait des études de piano au Conservatoire royal de musique. Oh, mon Dieu. Une école supérieure de musique. Et puis, elle avait d'ailleurs gagné 2 fois la médaille d'or du conservatoire. Elle donnait des concerts. Puis, elle nous enseignait le piano très jeune. Oh, fait que Et c'était... puis, mon père était luthier. Et c'est lui qui a pris la relève de la belle famille des Vachons. Et puis, il a dit, moi aussi, je suis capable de faire un violon. Puis, finalement, il en a fait 36 dans sa vie. Et puis, ça nous a amené à recevoir beaucoup de gens chez nous. Des artistes d'orchestre symphonique qui venaient faire réparer leur violon ou acheter un violon. Ouais. Puis là, on parle de quelles années à peu près? Là, on est où? Ah, à peu mon près, Dieu, là? quand j'étais toute petite, j'ai pas tellement vu mon père avec les violons, j'étais trop petite. Ouais. Mais ils avaient aussi, ma mère était aussi couturière, mais j'entendais beaucoup ma mère jouer du piano à la maison. Je me rappelle des sentiments que j'avais quand j'étais jeune, comment je me trouvais privilégiée d'entendre de la si belle musique à chaque Ben jour. oui. Et puis, mes parents, mon père était aussi tailleur. Enfin, il travaillait de jour, il était luthier le soir, en fait. C'était des entrepreneurs, là. Oui, c'est des entrepreneurs. Et puis, ils avaient une entreprise de vêtements pour enfants. Et alors, dans la maison, il y avait plein de robes, puis maman faisait du smoking, qu'ils appellent. Ah oui, Elle faisait des petits paniers, c'est une sorte de broderie. Et puis, elle avait des employés il y en avait qui faisaient les collets, d'autres les petites manches. Et puis, elle livrait mon père taillait les vêtements, et puis, il vendait ça dans des boutiques. Puis il vivait assez bien de ça? Bien, quand avec même, à cette le époque-là? métier de mon père, qui était tailleur, il vivait bien, assez bien, pour acheter un terrain au Lac-Labelle, dans les Laurentides, Wow. où ma grand-mère est arrivée de France, parce que du côté de mon père, c'est des Français. Ah, D'ailleurs, notre nom, c'était pas Enfous, c'était Enfosso. en Fosso. C'était de descendance italienne. Et après la guerre, les Italiens, ils étaient du côté des Allemands. Et c'était pas très bien vu parce qu'on était reconnus comme des ennemis, là. c'était mes tantes, tout ça, qui ont décidé de changer le nom. Et puis, ils étaient reconnus comme des Italiens qui sentaient l'ail.
Et humoristiquement, aujourd'hui, je produis de l'ail, mais pas d'ail. Et puis, mon ail a la particularité qu'elle est très digestive et qu'elle laisse pas d'haleine. Ah ben, Alors, c'est drôle. Ah ben, c'est particulier. Alors, c'est ça. Fait qu'il y avait un chalet au lac Labelle. Oui, fait que là, vous alliez là. Alors, ma régulièrement. grand-mère est arrivée de France rejoindre son père, parce que souvent, c'était le papa qui arrivait. C'était une des dernières étapes de la colonisation du curé Labelle. Et puis, mon arrière-grand-père, en fait, un ancêtre est arrivé, le père de ma grand-mère est arrivé à Labelle. Il y a eu une terre de roche. Ben oui. C'était la misère. Ben oui. Puis ma grand-mère est venue le rejoindre à Labelle. Oui. Elle a vécu quelque temps, et puis après ça, elle est allée s'installer à Montréal. Puis elle a rencontré mon grand-père. Ils se sont mariés, et ainsi de suite. Mais il y a toujours eu le lien avec les Laurentides. Oui, parce que cet j'ai encore endroit-là. le chalet que mon père a construit en 42. Il m'a laissé en héritage. Et puis, je vais beaucoup l'été. C'est mes racines. Parce que d'ailleurs, tous les cousins, les oncles, ils avaient des fermes là-bas. Et puis, on allait chercher nos légumes, on allait chercher les framboises, on allait cueillir aussi des framboises sur leur terre, les bleuets. Et puis notre lait, et puis on allait chercher de l'ail. Fait que vous passiez vos étés là. On Aussitôt passait... que l'école était ben, finie. Oui, aussitôt que l'école terminait, bien, il y avait beaucoup de familles comme ça au Québec. Les mamans ne travaillaient pas, c'était l'homme qui travaillait. Alors les mamans passaient l'été à la campagne. C'était le cas de ma famille, de la fin des classes jusqu'à la fin du travail. On recommençait les classes assez tard à ce moment-là. Je pense que c'était au moins le 7 septembre. Oui, septembre. Alors, on passait Là, un bel il y a été. un lac, puis là, Oui, c'est oui, le oui. nautique, puis les cousines. Oui, on a la pêche, puis- puis au début, mes parents, ma mère, elle installait des lignes dormantes. C'était pas permis, mais on partait très tôt à 5 heures le matin, puis elle installait sa lampe, sa ligne, puis elle nous ramenait du gros poisson pour manger beaucoup de poissons. Fait que là, vous passiez vos étés là-bas, mais tu as quand même fait tes études à Montréal. Tu as vécu Oui, à je Montréal. revenais à Montréal et puis je faisais mes études. J'ai fait mes études primaires dans mon coin, à l'école publique, et avec les religieuses, les sœurs Jésus-Marie. Oh, OK. Et puis, c'était très catholique. Et puis, nous, on n'était pas très catholiques. D'ailleurs, ma mère était musicienne. Et puis, mes parents faisaient beaucoup d'échanges. Puis, ma mère, elle était accompagnatrice de professeurs des grands ballets canadiens. Puis, nous, on avait tous nos cours gratuits. Et puis, tous nos samedis, on avait des cours de ballet. Des cours le mercredi, on avait nos cours de ballet. Et puis, c'était très mal vu du point de vue religieux, du point de vue des religieuses, Oh, OK. qui, ailleurs, nous ont fait de la misère à ma sœur et à moi. Puis quand c'était le mois de Marie, il fallait aller à l'église. Nous, on avait nos cours. Alors, notre père nous avait signé un papier comme quoi il n'était pas question qu'on aille à l'église, à la messe après l'école. Et puis, on a été punis pour ça. Vous étiez un peu underground. Oui, on là. était rebelles. Puis d'ailleurs, j'ai fait des petits coups méchants aux religieuses parce qu'ils m'en voulaient. Pour rien, parce que je parlais, parce que je m'exprimais. Tu t'exprimais, Il ouais. fallait pas, à l'école, dans ce temps-là, il fallait pas bouger de notre pupitre, puis il fallait pas parler. Alors, un jour, il m'envoyait dans la bibliothèque, et puis moi, un jour, je me suis dit, je vais apporter mes petits souliers de ballet le matin, je vais les mettre sur le coin. Je l'ai fait. Et puis là, la religieuse, elle m'a vue. Elle m'a envoyée chez la directrice. Puis la directrice, mais elle avait écrit que je faisais du ballet. Elle avait écrit B-A-L-A-I-L. Ah, comme le... Alors, la directrice, quand je suis arrivée, j'ai passé le petit mot, mais je l'avais vu, elle me l'avait montré, la sœur. Et puis, la directrice, elle savait... Elle dit, tu fais du ballet, puis elle était vraiment... Bravo. Elle savait pas quoi te dire, mais elle m'a vraiment pas punie. Mais oui. c'est correct. C'est correct, continue. C'était Continue. la bonne sœur qui s'était fait prendre. Ça, c'était-tu au primaire? Ou... C'était au primaire. OK. Puis après le secondaire? Bien, après ça, mes parents, ils ont décidé qu'ils nous menaient la vie trop dure. Les bonnes sœurs Jésus-Marie, puis ils nous envoyaient dans un collège privé chez les sœurs Sainte-Anne. Et puis là, moi, je faisais... À 8 ans,
mes parents me faisaient prendre des cours de chant, des cours d'art dramatique, des chants de l'opéra, là. Presque de l'opéra, là, des chants classiques. Et puis des cours d'art dramatique. Je récitais du Molière à 8 ans. J'ai même un disque que j'ai encore. À cette époque-là? De cette époque-là qu'on avait enregistré. Et puis, ben c'est ça, ce que je veux dire. Il se faisait beaucoup d'échanges. Et puis, il y avait le piano, le ballet, le dessin. Il était plus ouvert. Oui, puis on avait fait au Lac-Labelle, d'ailleurs, on avait fait un petit spectacle sur la terrasse. Maman, elle avait descendu son piano sur la terrasse, puis tous les spectateurs étaient venus en bateau. Puis on avait des spots parce que mon oncle, Noël, en fous, il était costumier. Puis il y avait des spots de couleurs, puis il nous avait tout installé. Puis on avait fait un spectacle sur la terrasse. Wow! Alors, puis on a toujours continué à faire du ballet, j'en ai fait longtemps, jusqu'à ce que j'ai eu un accident un jour qui m'a limité. Fait que là, dans ce collège-là, c'était plus relax? Oui, là, oui. J'ai participé. C'était pas les sœurs? C'était encore les sœurs? Oui, mais c'était les Sœurs Sainte-Anne, puis c'était un collège privé beaucoup plus ouvert. Puis je jouais dans des pièces de théâtre. Puis une anecdote qui est spéciale, parce que j'avais joué dans une pièce de Languirand. Et puis, j'arrivais avec une carabine, mais j'avais une vraie carabine que mon père m'avait passée. Puis si vous voulez que je parte, vous allez tous partir, puis je pointais tout le monde avec ma carabine. Aujourd'hui, hein, on sait que... Mon Dieu, ça passerait Mais plus. il faut dire les temps, hein, ont changé. Fait que là, tu as fait ton école au complet, là, jusqu'en secondaire 5 ou en Oui, 12e puis après ça, j'ai année. fait une belle lettre spéciale à la même école, parce qu'on pouvait passer, si tu avais des bonnes notes, tu pouvais passer au classique avec du latin, tout ça. Et puis, j'ai fait cette année-là. Puis après ça, je me suis, comme j'avais fait, je m'étais créé beaucoup de plaisir à faire du théâtre, à jouer du théâtre avec le Collège des Udistes, le Collège de garçons. On faisait des pièces ensemble à l'école. Et puis, là, j'ai eu le goût d'aller plus loin. Et puis, je me suis entraînée avec un prof pour passer l'audition au conservatoire d'art dramatique. Ah, oui. Puis j'ai passé l'audition à l'École nationale. J'ai été acceptée aux deux, mais au conservatoire, c'était gratuit. Alors, comme mon père n'était pas tout à fait d'accord que j'aille en théâtre... Et pourtant, il était quand même ouvert artistiquement. Oui, mais il voulait protéger ses filles. Plus des professions plus... Oui, malgré qu'il n'était pas catholique, il était très puritain, là. Puis il n'était pas question qu'un homme baise sa fille avant le mariage. C'était comme ça à l'époque. OK, c'était quand même assez strict, même si c'était très artistique. Puis même si ta mère était pianiste et tout ça... C'était resté dans la mentalité. OK. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture là, pour que tu puisses faire une carrière là, de comédienne ou de... OK. Fait que comment que ça s'est passé? Tu l'as fait pareil? Oui, on m'en a pas empêché quand même. Là. Je l'ai fait. Et puis après ça, après 2 ans au conservatoire, je me suis mariée avec un des comédiens du conservatoire. On est allé vivre à l'île Perrot parce que j'étais toujours attirée par la campagne. J'aimais beaucoup la campagne. Mais vu que tu avais passé toute ton enfance en campagne, oui, c'est ça. Que... Alors, on a vécu dans une maison de 300 ans, un vieux moulin à côté, à l'île Perrot, à Pointe-du-Moulin. C'était une place magnifique. Et puis, on a passé 1 an. On n'avait pas beaucoup de sous, on travaillait pas beaucoup, on pêchait. On vivait de pêche, puis on échangeait pour de la nourriture. À l'île Perrot qu'on connaît aujourd'hui. Sur la pointe, oui. Wow, vous pêchiez là. Oui, je sais pas qu'est-ce que je veux dire, mais je savais pas que ça pouvait être pollué à ce moment-là. J'ai appris plus tard. Okay. C'est à peu près dans quelle année, justement? Là, t'es où, à peu près? 66... non. Moi, je suis mariée en 66, en 68. Puis là, l'île Perrot, c'était sauvage? Pas sauvage. C'est plus comme c'était, oui. Puis on était sur une pointe très sauvage, c'est vraiment... Wow. C'est un cul-de-sac, là, c'est vraiment des gros arbres, c'était magnifique. OK. C'est une rencontre du lac Saint-Louis et du fleuve, c'était très beau. C'est beau, hein? OK, fait que là, ensuite, as-tu continué? Après ça, l'hiver était très dur. L'eau gelait à côté de nous autres dans la maison. C'était une vieille maison de pierre. Elle n'avait pas été habitée depuis 100 ans. C'est parce qu'on aimait la nature, qu'on voulait être là. Il y avait des canards, plein d'oiseaux sauvages qui se rencontraient. Alors, on est retourné à Montréal. Il fallait travailler aussi. Alors, j'ai fait beaucoup de théâtre amateur.
jusqu'à ce que, finalement, je sois engagée la même année par Radio-Québec pour faire les Oraliens. Puis ça, c'est quoi cette histoire-là? C'était-tu nouveau? C'était-tu un nouveau C'était la concept? première série de Radio-Québec. La première série de oui, Radio-Québec. oui. Ben, Et puis, voyons c'était donc. diffusé à Radio-Canada. Ah oui, aussi? Oui. Et puis, Puis, ça a duré 2 ans de tournage, à tous les jours, du matin au soir. On était en studio à 7 h le matin jusqu'à 6 h du soir. puis à cette époque-là, y avait-tu des scripteurs? Oui, Qu'est-ce que- en fait, c'était une émission éducative. Alors, c'était fait, il y avait, il y avait comme 15 mots qu'il fallait qu'ils entrent dans la conversation pour apprendre à parler, dire le mot juste, pas d'anglicisme, un sparadrap, je sais pas. Alors, on essayait d'intégrer. C'était pas extraordinaire comme texte. C'était aviez un plus cadre. éducatif. Mais aviez-vous un cadre précis, là? Vous n'aviez pas le choix de dire telle chose? Ah, ou- mais oui, on avait nos textes, c'était très précis. Puis même les Ah, A ouverts, les A fermés, là, Ah, mon tu sais, Dieu. c'était très précis. C'était encore à l'âge là, du théâtre classique, d'ailleurs. À cette époque-là, je faisais partie aussi d'un groupe qui s'appelait le Grand Cirque Ordinaire. Je n'étais pas totalement dedans. Mon mari faisait partie de ce groupe-là. C'est un théâtre assez révolutionnaire, social, politique. Et Plus puis, éclaté. c'était, oui, plus éclaté. D'ailleurs, en 68, quand j'ai terminé, c'était le temps des grèves, puis... Là aussi, là aussi, là, ça brassait. Oui, oui, oui. Quand je suis rentrée, il n'y avait pas beaucoup de locaux. On était trop nombreux. On passait pas beaucoup de temps. C'était juste du classique quasiment. Il n'y avait pas d'improvisation à ce moment-là. Alors, ce groupe-là de théâtre, c'était de l'improvisation. Alors, ça me touchait beaucoup. Puis, j'avais pas plus le goût de faire du théâtre classique. C'est ça, il y a eu comme un clash, là. C'est ça. On avait le goût de dire des choses qui nous appartenaient plus plus. proche, là, parce que c'est ça, avant, c'était plus classique, même le théâtre était plus classique, puis là, à un moment donné, dans Alors, ces années Tremblay et compagnie, là, Ouais, c'est ça. là, on s'est exprimé plus en joual et tout ça, puis ça, c'est... Mais ça devait Alors, pas... c'est avant cette période-là, là, concernant les Oraliens, il fallait vraiment avoir un français international. Là. Et puis... Ah, ben fait nous, que on c'était- écoutait ça, là, je te l'ai dit souvent, nous, on était à l'école, puis Oui, c'était dans on toutes allait- les écoles. Oui, ben En oui. première année, là. Faut la Il y avait même répéter. des livres, des cahiers pour l'enfant. Oui. Ça passait 15 ans, la télévision. 15 ans après. Oui, mais ils ont profité beaucoup des comédiens parce qu'on n'a pas eu de contrat. Il n'y avait pas de convention collective avec l'Union des artistes à ce moment-là. Puis ils nous avaient dit, bon, ben quand la convention se fera, vous serez réajustés avec les perdièmes puis tous les droits de réplique, de reproduction. Et puis, finalement, ça s'est fait 3 mois après la fin du contrat. Et puis, c'était écrit qu'il fallait que le contrat soit en vigueur pour qu'on ait droit, ces droits-là. Alors, ils ont profité de ça Non. pour... Alors, ils ont présenté ça sans que Que vous avez personne mis- soit reçu. Enfin, vous avez fait ça pendant 2 ans, puis ça a joué après pendant 15 Ouais. ans. Mon Dieu, à Radio-Québec. Non, Radio-Canada et Radio-Québec, oui. Les deux. OK. Je me souviens plus là, Ouais. lesquels, mais ça passait tous les jours. Là. Ah, fait que tu as fait ça 2 ans, tu as été dans le cirque éclaté un peu. Oui, j'ai joué là, dans un film avec eux et tout ça. Et puis, tout de suite après les Oraliens, là, ça commençait à brasser avec mon mari. Et puis, parce que c'était comme des psychodrames qui se jouaient à chaque soir dans les improvisations. Et ça amenait beaucoup de bouleversements. Là, puis le féminisme commençait. Alors, beaucoup de choses éclataient. Alors, on en a subi les contre-coups. Et puis, là, je suis partie en Martinique. Ah, En Martinique, oui. C'était... Le monde ne sortait pas beaucoup à cette Non, époque-là, mais là. c'est ça, on était... c'était pas moi directement, mais Charles Bois allait là, puis c'était leur grand ami chez Gougou, puis Dinette, qui s'appelait Les Copettes. Puis eux, ils habitaient en face de Fort-de-France. Puis tous les dimanches, des musiciens de Fort-de-France venaient chez Les Copettes, puis ils faisaient de la musique. Puis on avait une petite maison à côté, puis on était toujours invités à souper, à faire de la musique avec eux. et OK, tout ça. c'était comme un lieu de rassemblement Ouais, un peu
underground. Alors, un en de ces jours, Martinique. oui. Et puis, un de ces jours, Dinette t'a dit, ah, je vais t'amener visiter l'île. Et puis là, ben, elle dit, mon bon ami a un taxi, puis il va t'amener. Finalement, ben, on est allé, c'était magnifique, la journée. Le retour était moins drôle. À un moment donné, le conducteur, il allait super vite, puis j'ai dit, s'il vous plaît, pouvez-vous ralentir votre... Je suis inquiète qu'on ait un accident. Et là, il était un peu ivre parce qu'il prenait beaucoup de rhum. Et puis, il a dit, mais non, 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 pas question, j'ai jamais eu d'accident, là, 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 là. Et puis, même pas une minute après, il a perdu le contrôle, et puis on a eu un gros accident. J'ai passé 2 mois, j'étais cassée partout. Oh non. Ah ben voyons donc. Mais je Ah, m'en suis remis, puis j'étais supposée... On m'a dit, ah, quand tu vas être plus vieille, tu vas avoir tes problèmes, tu pourras pas marcher, tu pourras pas ci. Finalement, ben, je fais plein de choses que Puis là, tu as eu une même grosse que mes accident. amis sont pas capables de faire à mon âge. Ben oui, tu as été 2 ans, pardon, là-bas, une couple de mois, à l'hôpital et tout ça, là. Oh mon Dieu. Puis là, tu étais cassé, le bassin, genre, les jambes, tout ça, là. OK. Fait que Ben, là, ça C'est change. des choses. Après ça, change. ça change beaucoup de choses. Après ça, ça allait pas très bien avec mon mari dans ce temps-là. Puis là, il est venu me rejoindre à l'hôpital. Il dit, ah, je vais faire prendre soin de toi, je vais être fin maintenant, puis on va avoir des enfants. Mais pour moi, j'étais passée ailleurs parce que l'accident m'avait amené à Il y a une cassure à tout point de vue. ailleurs, m'a amené ailleurs, à une place où j'avais besoin d'être, où je pouvais être plus moi-même. Puis OK. c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Par la suite, j'ai reçu un montant d'argent d'assurance. Et puis, je me suis acheté un Buzz Volkswagen que j'ai tout équipé. Puis, je suis partie pour la Californie. California. Là, on est dans les années... Là, c'est pas- 72. OK, ça brasse. Là, j'avais une chienne enceinte avec moi. OK. Je me suis dit, bon, j'appelle un ami qui habitait au Colorado, puis je dis, j'ai ma chienne, puis c'était la chienne de sa chienne que j'avais. Là, il allait avoir des petits. Alors, la sienne allait devenir grand-maman, alors on pouvait aller chez la voir pour l'assistance. Alors, il a dit, ben oui, viens-t'en, il n'y a pas de problème. Alors, je suis arrivée là, puis la première personne que j'ai vue dans la cuisine qui jouait de l'auto-harpe, c'était un bel homme, un beau grand blond, qui s'appelait John. Et puis, c'est là que ça s'est passé. ça s'est passé, puis ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans le mois dernier qu'on est ensemble. Wow, magnifique, magnifique. Wow. Fait que là, vous vous retrouvez ensemble, puis là, toi, tu dis, bon, Ben, je suis retourne au restée Québec. là. On parlait pas la même langue. Alors, même, j'étais très sollicitée à apprendre l'anglais parce que j'étais sur place en immersion, mais j'étais amoureuse. Alors, j'avais mon petit dictionnaire. Ça puis va vite. mes règles de grammaire, puis je les apprenais. Et puis, finalement, j'ai proposé à John de venir au Québec après un bout de temps parce que j'étais assez attachée au Québec. Ouais. Alors, j'ai voulu venir. Et puis, là, on est resté un bout de temps à Montréal, pas très longtemps. Puis, on est venu finalement à la campagne ici, à la suite d'une invitation. Et puis, c'était le coup de foudre Parce aussi. qu'il y avait ici. déjà des communes ici, c'est ça? Oui, il y avait une commune, puis il y avait justement un gars du Grand Cirque qui venait déjà. Alors, c'est comme ça que on a... OK. On Vous est avez venu fait le visiter. lien, vous arrivez à On est Saint-Adrien. venu faire les sucres. OK. On restait dans notre boss. OK. Puis finalement, on a appris que c'était en vente. Après avoir marché la vallée, on trouvait ça tellement beau. Là, on s'est dit, on va aller voir le cultivateur. Peut-être qu'il pourrait nous vendre un arbre, quelque chose pour se construire une petite maison. Puis finalement, il dit, non, non, il dit, je ne vends pas un arbre. Il dit, tout à vendre. Oh. On a dit, comment grand, vous avez 300 arbres. 300 arcs. 300 arbres. C'était beaucoup, là, C'était je veux beaucoup. dire, c'était un peu trop. Mais là, on lui a demandé le prix, Ouais. c'est combien? C'est combien? 17 000 Avec la maison, les est-ce granges que et c'était gros à cette époque-là ou c'était comme... tout. Ben, j'avais les sous pour payer, c'est moi qui ai acheté, finalement. Oui, parce que tu avais J'avais le l'assurance. capital, Mais l'assurance et les Oraliens. c'était-tu
très élevé ou c'était le prix normal à cette Ben, époque-là? pour ce qui est de John, qui est mon conjoint, il trouvait ça vraiment, comparé au prix des Aux États-Unis, États, c'était ben, vraiment mais c'est pas bien. 300 acres avec une maison, une grange. Oui, c'était vraiment pas cher. Wow, OK. Fait que, Alors là- fait que là, bon, on s'installe à Saint-Adrien. On s'installe à Saint-Adrien, on- puis moi, déjà, je faisais du tissage. Parce que j'avais été inspirée de ma grand-mère qui avait été bergère en France. Puis qui faisait du fromage, puis qui filait la laine. Et puis ça m'avait toujours... j'avais beaucoup aimé ma grand-mère, puis ça m'avait toujours touchée. Puis j'avais pris un cours de tissage à Montréal. OK. Et puis, alors là, on a eu des chèvres. Et puis, pendant une quinzaine d'années. Et puis moi, j'achetais la laine de mouton, puis je tissais la laine de mouton, j'enfilais. Ah, ben, voyons Et donc. puis j'ai fait pas mal de productions. On faisait les marchés d'artisans. OK. Et puis un jour, ben, ce qui était pénible avec les chèvres, c'est que fallait vendre les mâles. Hein? Ouais, parce que... ouais. Fallait garder seulement les femelles. Alors, je trouvais ça difficile de les faire tuer parce que moi, j'étais comme leur sage-femme. J'ai même délivré Ben oui, des t'es bébés. proche, Là. là. Il y en avait combien? J'ai mettais dans le four à bois quand ils étaient trop faibles. Ouais, très attaché. Puis là. j'essayais de les soigner avec de la médecine naturelle. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Un jour, il y avait une chèvre qui avait accouché, puis le bébé il était presque mort, il ne bougeait pas par terre. Alors, on fait venir le vétérinaire, on dit, puis la maman, elle n'est pas bien. Là, on dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Pouvez-vous le sauver? Il donne une injection, puis finalement, ça ne marchait pas. Fait que je me rappelais de mon père qui me disait, le brandy, ça sauve des vies. Il faut toujours, quand on... Nous autres, chez nous, il y avait toujours une bouteille de brandy quand on avait nos périodes de fête. Ah, c'est cool. Menstruation. C'est Il me donnait du brandy. Puis, alors, j'ai dit, je vais aller chercher ma bouteille de brandy. J'allais chercher ma bouteille de brandy. J'ai pris un compte-gouttes, j'en ai mis sur la langue de la petite chèvre. Elle fait... Le vétérinaire, il me regarde. J'ai dit, attends. Là, j'en prends une autre. Je donne une petite goutte. Elle se lève sur ses quatre pattes. Elle va courir. Le vétérinaire, il dit, bon, ben, il va falloir que je transporte avec moi, je change ma médecine, que je transporte du brandy avec moi. Il était vraiment... Il n'en revenait pas. Mon père avait raison. Mais c'est pas une recommandation. Hein, Ah, puis après, elle a survécu. Oui, oui, oui. Ah, mon Dieu, elle ne demandait pas du brandy tous les soirs. Ah, ouais. Même encore, des fois, ça m'arrive de sauver des oiseaux qui se font frapper, puis ça m'est arrivé, je leur donne une petite goutte de brandy. Ah, ben ouais. Ah, ben c'est intéressant. Fait que là, C'est bon pour le cœur. Vous avez tissé, vous avez été dans des... Oui, c'est ça. Fait- mais là, alors, un jour... ta carrière d'artiste, là, Oui, c'est ça, je me disais- Tu l'avais mis à côté? tu J'avais mis l'avais- de côté, mais dans mon cœur, je me disais, je vais revenir, mais ce que j'aimais le plus, c'était avec les enfants direct, puis aussi faire mes propres affaires. Fait que quand avec les chèvres laitières, quand on a décidé de changer de chèvre, on a décidé d'avoir des chèvres angora parce que ça donne la laine, puis fait continuer. Alors là, c'était toute une autre histoire à transformer parce que c'était pas comme la laine de mouton. Même les industries faisaient pas ça au Québec. Alors, je me souviens, on est parti avec la belle-mère, puis tous les enfants à l'île du Prince-Édouard pour la faire laver. Il fallait aller à une autre place dans le Québec pour la faire garder. Il y avait 6-7 places où on allait, finalement, pour la faire transformer. Mais en attendant, moi, je filais, puis je faisais des châles, des manteaux. C'était vraiment le retour à la terre avec les jardins et tout. Je faisais là. j'ai toujours fait... Depuis que je suis née, mon père, il adorait jardiner. Ma mère, elle avait des roses pleins partout au lac Labelle. Et puis mon père, quand il arrivait le vendredi soir, puis que les autres maris arrivaient, on apportait des bouquets de roses aux voisins, puis on en mettait partout dans la maison chez nous. Mais le métier te manquait pas à cette époque-là? Oui, mais j'étais tellement occupée, on travaillait tellement fort, puis j'ai eu 3 enfants. Mais quand mon plus jeune, Zoé, il a eu 5 ans, c'était une période charnière où mon mari aussi s'est dit, bon, ben là, il faut que je fasse autre chose. Il y avait comme un... ouais, Et puis, c'était on le est temps, allé là. plus
je voulais pas changer complètement. Alors, je suis allée faire un certificat en créativité à l'Université de Sherbrooke pour travailler avec des groupes de classe. Et puis, du même temps, j'ai fait un projet avec ma sœur Ginette, qui est écrivaine pour la jeunesse, qui est très connue d'ailleurs, Ginette Enfous. Et puis, j'ai fait des activités d'art dramatique pour jumeler ça avec des activités d'art plastique. Alors, ça rejoignait le français, les arts plastiques, la danse, la musique. Théo Bush a fait la musique. Il y avait même une petite toune que Richard Desjardins avait faite dedans, parce qu'il était ami de... Puis, finalement, on a présenté ça. Puis c'est comme ça que j'ai pris place dans les écoles. Tu as puis retourné aussi, sur la scène. Compte tenu que j'avais fait des oraliens, évidemment, ça m'avait... Oui, mais le conservatoire et tout, Ah, ouais, là, c'est quand ça, même. Là, évidemment. OK, fait que là, tu as fait des écoles. Oui, j'en ai fait beaucoup. Là, j'ai fait plus de... J'ai réalisé que j'avais fait plus que 2000 rencontres. 2000 spectacles dans les écoles. 2000 spectacles dans des écoles. Oui, j'ai un peu partout. Je suis allée jusqu'à Chapet, j'ai Bougamo, j'en ai même fait à San Diego, à San Francisco. Wow! Parce que je faisais des écoles internationales aussi. Wow, OK. Alors, je me suis promenée, puis finalement, j'ai fait mes derniers, il y a quelques années, dans la classe de mon petit-fils. Puis j'ai vraiment senti que c'était le dernier, puis c'était vraiment spécial. Parce que là, je me traînais par terre avec les enfants, là, j'étais pas... je me mettais avec eux. Oui. Mais en tout cas, j'avais toute une bande sonore, et puis c'était vraiment bien. J'apportais beaucoup de bonheur aux enfants, puis je m'en apportais. Ça a occupé une bonne quinzaine d'années de ta vie. 20 ans, je pense. 20 ans, hein? Oui. Tu étais 20 ans sur la route, tu partais le quand mardi, John ne partait le pas, jeudi. c'était moi qui partais. Et puis, ce qui était bien, parce que moi, je m'occupais beaucoup des enfants quand John partait, puis avant ça, John était beaucoup à travailler à l'extérieur, au bois, ou assis à ça. Alors, les enfants disaient toujours « Maman, maman, maman ». Puis là, ben, je revenais, puis ils me disaient « Papa, papa, papa ». C'était bon, c'était un bon échange. Fait que là, tu as eu 3 enfants. Est-ce qu'ils vivent ici? Oui, il y avait 2 maisons sur la terre, parce que moi, je me trouvais avoir 2 terres qui avaient été jumelées, là. Par le propriétaire qui avait acheté l'autre terre, qui était une érablière. Il y avait une maison. Alors, un jour, elle a été mise en vente. On l'a achetée, on l'a rénovée. Mon fils l'a rénovée avec des amis. Et puis, on l'a louée un bout de temps. Puis, ma fille, qui était en Europe pendant 15 ans, elle vivait là. Et puis, elle est revenue monoparentale avec un petit bébé. Alors, la maison, c'était parfait pour elle. Elle est encore là. Puis mon autre fils, il n'est pas très loin. C'est assez Fortuna, mais il travaille beaucoup chez nous. Puis c'est lui qui a pris la relève de l'ail, parce qu'on a produit beaucoup d'ail. On est allé jusqu'à 60 000 plants d'ail, quand même. 60 000 plants. Là, on réduit parce que maintenant, on fait beaucoup de bois. Là, on fait des... Puis l'ail, on a des moulins à bois. Vous la vendez un peu partout? Oui, bien, il y a un gros marché. C'est Fabien qui s'en occupe davantage. Okay. Et puis, il y a un marché à Montréal qui s'appelle Loufa, c'est des grosses serres dans le nord de la ville. Et puis, ils nous achètent tout ce qu'on a. Mais on fait des marchés d'artisans aussi, des marchés de festival d'ail à Sainte-Anne-de-Bellevue, qui marche très bien. Wow, OK. Fait que alors, il n'y a pas eu de problème. Jardins. Le grand jardin, j'ai toujours eu à cœur de faire mon jardin. Puis d'ailleurs, une des choses qui m'a amenée à vivre à la campagne, c'était les pesticides dans l'alimentation. Quand j'avais lu les quantités de pesticides dans l'alimentation, je me suis dit, moi, si j'ai une famille, je ne les nourrirai pas avec des pesticides. Wow. Je vais faire mon jardin, puis il va être biologique, ça va être tout naturel, puis ça va être fait avec amour, puis attention. J'ai vraiment à cœur de faire pousser des choses, mais de tout récolter. C'est rare que je laisse des choses se perdre. Ça fait 30 ans, là, c'est pas une nouvelle... 50 ans. Ça fait 50 ans. Fait que t'étais vraiment avant la mode, là, je veux dire. Oui, oui. Ma mère, elle nous faisait des jus de carottes chez nous. Okay. Ça fait longtemps, ça, quand on était jeunes. Ma mère était...
Un retour à la terre et une vie bien équilibrée puis une vie vraiment bien remplie. Oui. Ben, merci beaucoup. Ah, c'est Lisette. déjà terminé, mais le temps passe très vite avec toi. Oui. Ben, merci beaucoup. Alors, on revient après avec des questions embêtantes tout de suite après la pause. Ah, déjà, parfait. Bonjour, mon nom est Conrad Goulet. Je suis cofondateur du comptoir Saint-Vrac ici à Saint-Adrien. Le comptoir Saint-Vrac est une épicerie participative et régénérative qui a pour but de revaloriser notre terroir à travers l'alimentation. Le projet, au départ, est parti du besoin d'avoir de l'alimentation saine, écologique, biologique en région, qui était très difficile à avoir à l'époque lorsque j'habitais à Lac-Mégantic. Puis, ce qui en a découlé, c'est un projet assez collectif et communautaire, finalement, parce que ça prend plusieurs personnes pour rendre la tâche facile d'approvisionner autant de bons aliments en région. À travers le temps, le projet a vraiment métamorphosé, surtout avec les gens qui se sont impliqués. En 2019, Pierre Robichaud, un de mes amis, est devenu associé, puis on a pris un envol de haut voltige ici à Saint-Adrien. On est parti de littéralement un comptoir Saint-Vrac, dans l'église. À l'époque, on collaborait avec le projet qui était là en émergence, avec Pilou. Puis, après l'arrivée de Pierre, bien, on est déménagé ici à Saint-Adrien, aux Quatre Coins, pour enfin avoir quelque chose qui est pignon sur rue. Donc, ça a été toute une épreuve, c'est ça, une belle grosse épreuve de passer d'un comptoir à une épicerie physique. Puis, on a eu beaucoup de support de la communauté. Parce qu'il faut dire que notre épicerie, quand on dit qu'elle est participative, bien, on fait participer les membres. Fait que quand tu adhères en tant que membre à l'épicerie, bien, ça te donne accès au libre-service qui est 24 heures sur 24, ce qui est vraiment pratique en région. Ça te donne aussi accès au choix que vous faites dans l'épicerie. Fait que les ingrédients, c'est vraiment c'est les membres qui les choisissent. Puis aussi, bien, toutes les tâches et responsabilités sont faites par les membres aussi. Donc, ça responsabilise les gens qui viennent acheter chez nous. Puis, on permet de faire des travaux d'échange. Donc, des heures contre de la nourriture, même contre des actions dans l'entreprise. Donc, ce que ça crée, c'est que finalement, on est une trentaine de personnes qui gèrent l'épicerie au complet, puis qui permet à chaque jour d'avoir des aliments frais, puis des aliments de la région, parce que notre gros focus aussi, c'est sur les producteurs locaux. On soutient des producteurs locaux, on valorise les producteurs locaux. Puis le but à long terme, c'est vraiment que tous les aliments proviennent de chez nous, qu'ils soient transformés chez nous. Donc, on vous invite à venir nous voir du lundi au samedi. On est ouvert au public. Puis quand vous êtes membre, bien, c'est 7 jours sur 7. Donc, venez nous voir puis venez goûter à ce qui est de bon chez nous. Alors, toujours à l'émission des Racines des Sources et on est avec la question embêtante. Alors, quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté... J'étais beaucoup à la maison, moi, parce que je faisais du tissage, je m'occupais des enfants, des chefs, tout ça. Puis les gars, chez nous, ils allaient... C'est dans les dernières années, disons, les 15 à peu près. Ils allaient beaucoup au bois, puis tout ça. Et puis, ils revenaient, puis John disait, bon, qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Fait que, moi, entre mes 60 ans, j'ai décidé que j'irais m'acheter une chainsaw. Alors, je me suis acheté une grosse chainsaw, une style, là, avec tout l'équipement. Je suis partie le matin. Je reviens ma chainsaw. Et puis, tout le monde était très craintif. Il avait toute peur. Qu'est-ce qui allait m'arriver? Oui, parce que c'est pas tellement grande. Non, c'est ça. Et puis, un jour, je suis allée dans le bois, et puis je partais seule, mais il voulait jamais que j'aille bien loin parce qu'il voulait que je reste plutôt près de la route. Alors, il y avait une petite érablière qui était toute tassée, là, les arbres trop près les uns des autres, plein d'autres sortes de branchailles. Fait que je nettoyais, je faisais la petite nettoyais, puis j'avais travaillé fort tout le matin. J'arrive à la maison, alors je suis arrivée, j'ai regardé John. « Where's the food? »
C'est ma petite vengeance, donc je suis fière aussi d'avoir pris ma chainsaw et de pouvoir avoir une certaine indépendance. Ben, super. Mais merci beaucoup, Lisette. Ah, c'est une belle phrase. Mère de poule. Alors, on va terminer toujours avec la question, pas la question, mais bien sûr, la pensée profonde dans les conscients. La vieillesse embellit tout. Elle a l'effet du soleil couchant dans les beaux arbres d'automne. Alors, merci beaucoup, Lisette Onfousse. Merci le public. Merci l'équipe technique. Et on se retrouve à une émission prochaine des Racines des Sources. Bravo! Mon idole de jeunesse!